Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon Orphilsen, deuxième rendez-vous de la saison de la Coupe du Monde, deuxième meeting de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'était jour de sprint parce que ce week-end, on aura sprint, poursuite et relais par sexe. Ça sera dimanche. Et donc, on avait les deux relais. Femmes et hommes, le relais femmes c'était aux alentours de 11h30, le relais hommes c'était aux alentours de 14h30 pour le départ. Et on va avoir donc le résultat, encore des podiums pour l'équipe de France, même 2 podiums pour l'équipe de France, et puis on parlera également du retour de Johannes Beu au top, et de quelques concurrentes qui sont encore un petit peu passées à côté. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Là, c'est un peu calme en ce moment, mais les top 10 vont arriver là dans les jours à venir, parce qu'il y en a 2 qui sont montés, qui sont en fait juste en attente de la mise en ligne. Et il y en a un autre qui était enregistré. Il faut encore que j'en enregistre d'autres, mais j'espère la semaine prochaine avoir le temps. De toute manière, là, il va falloir de toute manière que je m'active sévère. Donc dimanche et surtout, j'espère lundi, mardi, mercredi, là, pouvoir enregistrer énormément et tout monter au maximum pour que le maximum de vidéos soit disponible avant le 31. Fin de la saison, parce que c'est toujours un petit peu con d'avoir des vidéos de fin d'année qui arrivent l'année d'après. Je trouve ça toujours un petit peu stupide. Si vous voulez me soutenir, 2 moyens, soit vous mettez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. Deuxième moyen, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Vous avez beaucoup trop de fois le mot de moyen, mais encore une fois, j'écris rien quasiment sur ces vidéos. On commence tout de suite avec déjà la situation avant Orphilsen. Orphilsen, la piste autrichienne, 1000 mètres d'altitude. Alors c'est pas très haut, vous allez me dire en altitude, sauf que comme à Kontiolahti, on est resté quand même pendant 2 semaines. On était au niveau de la mer, quasiment à Kontiolahti. Repasser avec certes 1000 mètres d'altitude, ce qui n'est pas si énorme que ça, mais repasser à 1000 mètres d'altitude sur un effort comme le ski de fond, qui est un effort hyper intense, c'est quand même toujours un petit peu compliqué. C'est une piste qui n'est pas forcément... C'est pas là où on a les plus gros pourcentages, c'est pas là où on a les plus grosses descentes, les plus grosses pentes, les plus gros murs, mais la particularité de ce parcours, c'est le pas de tiers qui est en montée. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien réussir à calmer son rythme cardiaque, pas trop en faire dans cette dernière ligne droite quand on veut mettre en place son tir, et ça demande un petit peu d'expérience. On voit que certains concurrents s'en sont bien sortis sur le tir couché, ça a été beaucoup plus compliqué sur le tir debout. Comme il n'y a pas forcément d'énormes côtes, il n'y a pas non plus 150 000 descentes, et en plus les descentes à Orphilsen ont tendance à être un petit peu technique, notamment vous avez une descente qui se finit sur une grande courbe sur la droite, toujours un petit peu compliqué parce que cette courbe est souvent à l'ombre avec beaucoup de plaques de glace. Des nouvelles pour Vitozzi du côté des filles, absente jusqu'à 2025. On ne la verra pas sur les 3 premiers rendez-vous de la saison, donc pas de défense de gros globe pour elle. Tendrevold, elle, est absente à Orphilsen pour régler ses problèmes d'arythmie cardiaque. Et puis du côté des garçons, avec l'équipe de Norvège qui a fait des changements chez les garçons, avec le départ de Johannes Dahle qui redescend en IBU Cup, lui qui a été 3e de la Coupe du Monde l'année dernière. On lui a pas laissé beaucoup de temps pour se remettre dans le rythme du côté de Johannes Dahle. Moi j'aime pas trop cette attitude-là, parce que je me dis, regardez aujourd'hui Sophie Chauveau, Johannes Dahle, il aurait peut-être pu faire la même chose chez les garçons aujourd'hui. Voilà, alors moi je pense que de rendez-vous, le Grand Bornand, je pense que les changements on peut les faire en fait soit au Grand Bornand ou soit on les fait en 2025, mais il faut pas être trop hâtif dans les changements. Je pense que du côté de la Norvège on a été très hâtif, on a toujours des concurrents qui ont du mal à démarrer l'année et ensuite qui se mettent en route. Je pense que Sophie Chauveau, oui, si elle avait fait des performances à la Heuberg aujourd'hui, il aurait fallu la rétrograder pour le Grand Bornand, mais je pense pas avant. Voilà, il faut quand même attendre 2, 3, 4 courses avant d'avoir des décisions. Et je trouve que du côté de la Norvège, on s'y est pris un petit peu trop tôt, surtout pour quelqu'un comme Johannes Dahle, qui va quand même vite sur les skis. Bon, le tir, ça n'a jamais été sa force principale, mais on aurait pu attendre un petit peu à ce qu'il se remette dans le rythme. On voit Tarjei Bø, par exemple, c'est pas exceptionnel.
Et pourtant, on ne l'a pas viré. Donc, ouais, j'étais un petit peu surpris de cette décision rapide de la part de l'équipe de Norvège. Bon, on regarde le résultat de ce sprint avec la victoire de Franziska Preuss. On l'avait vu, hein, très performante depuis le début de saison. Franziska Preuss, ça nous avait vraiment... elle avait fait du bon boulot à Concholati. Il n'y avait pas les victoires, mais il y avait des cérémonies des fleurs. Il y avait des résultats pour Franziska Preuss et surtout une belle régularité depuis le début de saison. Des bons temps de ski du côté de Franziska Preuss aussi. Elle est toujours dans entre 5 et... Je crois que c'était 5 et 4. Là, je crois qu'elle est même 4 ici. Je trouve que du côté de l'équipe d'Allemagne, on avait, j'ai l'impression, un bon fart. Parce que je trouve qu'elle remet quand même un gros écart sur Sophie Chauveau. Alors qui explose un peu dans le dernier tour. Hein. Mais je trouve que par rapport aux autres concurrentes, Preuss fait vraiment un très bon dernier tour. Donc je pense que le fart était vraiment pas mauvais. Et notamment une très bonne entame de dernier tour. Je trouve que sur la première partie jusqu'au premier intermédiaire, on n'est pas sur des grosses bosses, hein, c'est plutôt du plat descendant. Je trouve que Franziska Preuss était hyper rapide dans ces portions-là. Et c'est ce qui lui a fait faire la différence par rapport à Sophie Chauveau. Parce qu'on voit qu'elle colle quand même une grande différence. Hein, un tour de pénalité plus 7 secondes. Ça veut dire qu'au final, il y a plus de 30 secondes d'écart entre les deux. Donc c'est assez impressionnant ce qu'a réussi à faire Franziska Preuss dans cette épreuve. Au niveau du temps de ski, et puis un tir qui reste solide hein, quand même hein, pour Franziska Preuss. Mais cette année, je trouve que ça soit Preuss, que ça soit les Allemandes, hein, Grossian, là aujourd'hui qui est performante du côté de la jeune Allemande, mais je pensais surtout à Voigt. Je trouve que Preuss et Voigt ont des temps de ski qui sont vraiment excellents. Voigt, elle a encore un peu du mal à aller vite sur le tir et surtout à avoir une fiabilité pour le moment sur le tir, mais je trouve qu'elle est très performante aussi sur les temps de ski. Chauveau, Sophie Chauveau, deuxième podium cette année pour Sophie. C'est fort ce qu'elle a fait quand même. C'est très très fort parce qu'elle était sur la sellette face, on va dire, à Gillian Guigona pour moi par rapport aux performances qu'elles avaient réalisées à Concholati. Donc elle savait qu'elle ne devait pas se rater ce week-end. Donc ça met un peu la pression sur les épaules. T'es un peu au bord du précipice. Et parfois vous avez des concurrents, quand ils sont au bord du précipice, ils arrivent à se révéler, ils arrivent à sortir les doigts du cul, quoi, grosso modo, et à trouver des solutions. Mais c'est fort quand même mentalement. Et puis là, le debout, il est costaud quand même, hein, de Sophie Chauveau. Le coucher, un peu lent. Elle perd, je crois qu'elle fait son coucher en 30 secondes, quand les meilleurs font plutôt en 22-23 secondes. Donc tu vois, les 7 secondes à l'arrivée, elles sont peut-être là. Par contre, le debout, très très solide de la part de Sophie Chauveau. Alors, elle a eu l'avantage de pouvoir se concentrer. En fait, l'avantage de partir de SAR 5, c'est qu'elle a pu se concentrer sur sa course au niveau du tir. Par contre, elle est partie sans repère et sans lièvre à aller chercher, parce que les filles devant elle se sont tous un petit peu plantées. Et ça a été ça un petit peu le problème pour Sophie. Il lui a manqué un lièvre à aller chercher pour avoir des temps de référence. Et c'est ce qui fait que je pense son dernier tour a été compliqué, parce qu'elle n'a pas réussi à réaccélérer autant que si elle avait été si elle savait qu'elle était vraiment en possibilité de gagner. Voilà, Sophie Chauveau. Elle savait qu'elle avait fait un 10, mais elle se disait, bon, peut-être que les autres beaucoup de filles vont faire 10 sur 10. Les conditions de vent étaient vraiment bonnes. Là, le pas de tir, il y avait vraiment très peu de vent, et puis en plus, c'est un pas de tir qui est pas hyper difficile. Normalement, hors Fisen. Mais voilà, Sophie, elle peut être très fière de ce qu'elle a fait. Podium, deuxième place. Et puis surtout, satisfaction du travail bien fait aujourd'hui. 10 sur 10. Voilà, à part le tir couché qui était un petit peu lent, mais elle avait peut-être aussi beaucoup de pression sur les épaules. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi à se remobiliser après un Concholati qui avait été très compliqué, où elle marque 0 points. Se remettre dedans, réussir à repartir. En plus, elle part donc tôt parce qu'elle se retrouve en dehors du classement. C'est pas simple à encaisser de ne pas partir avec ses copines, on va dire. Donc c'était vraiment difficile pour Sophie, et je trouve qu'elle s'en est extrêmement bien sortie. Donc bravo Sophie Chauveau. Troisième, Caroline Knoten. Elle avait bien fini contre Concholati. Elle avait eu du mal sur l'individuel.
Je trouve que la Mastart, sur le sprint, elle avait été beaucoup mieux. Knoten, avec surtout un bon tir. Ah, ça a été pareil, bon tir, mais alors très bon temps de ski pour Knoten, hein. Dans le top 10 au niveau des temps de ski, ça veut dire qu'elle a progressé peut-être pendant l'hiver, et voilà qu'elle a bien bossé avec Knoten. Donc très très belle performance, et puis surtout c'est pas simple du côté de cette équipe de Norvège, parce que sur les 2-3 dernières années, on a quand même perdu toutes les chefs de file. Tendrevold n'est pas là en plus, qui était peut-être la dernière chef de file de cette génération excellente des Thierry Lecoff et autres. Et c'est vrai que là, Knoten, il faut s'affirmer tout de suite, on va dire, comme leader. Elle a réussi à très bien le faire. On voit que la piste a bien tenu, hein, aussi aujourd'hui, parce que Dossard 62, 68, les gros Dossards ont réussi à faire des belles courses. Enfin, les gros Dossards, les Dossards des stars ont réussi à faire des bonnes courses. Et notamment au niveau des temps de ski, c'était très bien. Donc Knoten, voilà, sans faute, là aussi, belle course. Et puis vous voyez les écarts très réduits avec la tête de devant. Louge en mono, elle est rageante cette balle manquée, elle est rageante parce que sur les skis ça allait très très vite. Je pense qu'elle était en capacité vraiment d'aller chercher Preuss. Voilà, il y a cette balle, elle est rageante cette balle, vraiment. Parce que tu te dis, on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Elle fait en plus un super coucher. Ah, le debout, il manque pas grand chose en plus, hein, je crois me rappeler sur sa balle. C'est pas une énorme. C'est pas une énorme faute. Il y a certaines, ouais, vraiment la balle elle est partie à 3 km. Là, ouais, vraiment, ça passe pas du bon côté, c'est dommage pour Lou. Mais pour le classement du général de la Coupe du Monde, par rapport à Elvira, elle marque des gros points. En fait, il n'y a que Preuss et Knoten, hein, qui sont devant elle, par rapport à Justine Brezaz, par rapport même à Davidova. Ça marque des très gros points. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Grossian, c'était un peu raté à Contiolati, Grossian. Ouais, elle n'avait pas été hyper performante, Grossian. Surtout, il y avait d'autres Allemandes qui lui étaient un petit peu passées devant et qui lui avaient un petit peu piqué la vedette. Au niveau des jeunes Allemandes. Et là, c'est dommage de coucher parce qu'en plus, c'est sur les premières balles, hein, sur les 2-3 premières balles où elle fait sa faute. Sachant qu'il y a eu des problèmes de simulation pendant la course. La réalisation à Orfilsen, c'est toujours compliqué. Déjà l'année dernière, la réalisation était catastrophique. Ils ont encore du mal en termes de réalisation. Et surtout, les simulations avaient du mal à partir et à être correctes. Donc Grossian, je crois que sur son bon coucher, il y a un problème de simulation. Je crois que c'est sur le deuxième ou le troisième tir qu'elle fait l'erreur. Célina Grossian. Après le debout, oui, elle fait un beau tir. Bon temps de ski encore, hein, du côté des Allemands. Et puis ça fait plusieurs fois qu'ils arrivent à en mettre 2 dans la cérémonie des fleurs. Donc ça, c'est très très bien du côté de Célina Grossian. Justine Brezaz, ça monte en puissance. Comme l'année dernière, hein. Ça monte en puissance, voilà. Orfilsen, elle avait progressé, ça avait fini très fort à Lanzarote 2, son mois de décembre. Là, ça monte au niveau des temps de ski, même si Lampic a été intouchable. Je trouve qu'elle fait quand même une belle course. Ouais, il y a une faute de trop, elle le sait. Elle le sait qu'à 8, ça passait pas à Orfilsen. Orfilsen, il faut quand même plutôt avoir un tir très solide parce qu'il y a peu d'erreurs. Mais bon, avec un 8, elle arrive quand même à faire 6ème. Ça montre que sur les skis, ça va vite, quoi, hein, du côté de Justine. Mais ouais, celle du debout, elle est aussi rageante du côté de Justine. Voilà, elle est rageante parce que ça passe pas loin, quoi. Ça passe pas loin du tout du côté de Justine. Donc, ouais, à 8 sur 10, c'était compliqué. Par contre, tu vois que elle est intouchable à 8 sur 10, hein, par rapport à Vireur. Voilà, il y a 10 secondes d'écart, hein, donc ça fait quand même une belle différence. Davidova, elle est en forme. Davidova, voilà, elle a retrouvé des jambes. Une solidité au tir, hein, parce que là il y a 9 sur 10, mais bon, c'est une très belle course. Hein, à 9 sur 10, c'est une bonne course. Donc vraiment, voilà, Davidova, elle est en forme. Elle a retrouvé des bons skis. Alors, certains vont me dire des bonnes jambes. Certains vont me dire, oui, elle est que 7ème avec un 9... Un 9 sur 10, oui, mais bon, c'est Davidova. Davidova, pour moi, c'est plus sur les courses à 4 tirs où elle est solide. Et donc, demain, sur la poursuite, il faudra s'en méfier
parce qu'elle est vraiment intercalée et que ça peut être une fille très dangereuse. Long pitch, bah, le tir, hein, encore une fois, long pitch, hein, parce que à 8, elle peut jouer le podium et ça peut peut-être changer quelque chose aussi dans sa saison. Voilà, c'est un top 10. Elle a déjà fait top 10 dans sa carrière en pitch. Quand elle arrive à faire 7 fautes, enfin, quand elle arrive à faire 7 sur 10, ça avait déjà fait 7 sur 10. Mais on voit quand même assez peu d'évolution au tir par rapport aux années précédentes. C'est ça qui est un peu frustrant, hein, du côté de Lampitch, c'est que pour le moment, il y a peu de différences, il y a peu de grosses différences. Et ça, ça fait. Ouais, ça énerve un peu. Ça énerve un petit peu. Vireur, le debout, je pense qu'elle avait vraiment des très gros temps de ski, mais elle en a peut-être un peu trop mis sur la piste. Vireur, et ça pardonne pas des masses. Mais elle explose pas dans le dernier tour, donc ça veut dire qu'elle a de la caisse, désormais Vireur. Ce qui était un peu le problème à Concholati, donc voilà, la forme évolue et s'améliore du côté de Vireur. Mais ouais, la double sur le debout, elle fait un peu mal. Tu sais que sur le sprint, faut pas faire de double. Voilà, pour toute façon en biathlon, faut pas faire de double, et surtout au sprint. Et celle-là fait un peu le mal. Todorova, 10e. Quand on fait le sans faute, même avec des temps de ski qui sont pas exceptionnels, normalement on arrive à bien se placer. Et puis là, c'est assez intéressant. Todorova, 10e. 11e Sidorowicz, il y a 2 dixièmes. Un dixième derrière Sidorowicz, vous avez Oren Thaler. Et à égalité, vous avez Vanessa Voigt. Donc ça c'est vraiment joué à pas grand chose. Et puis Vanessa Voigt, ouais, dommage d'erreur parce que les temps de ski étaient très bons et qu'elle pouvait vraiment être au niveau, je pense, de Davidova ou de Justine. Ouais, même devant Justine, parce qu'elle a 44, oui, elle pouvait être même plutôt au niveau de Lou Jean Monod. Donc ça c'est très très bien. Et puis Minkinen, une erreur. Magnusson aussi, une erreur. Magnusson, des bons temps de ski. Alvarsson, un petit peu moins bien sur les skis. Julia, elle le disait, pour l'instant sur les skis, c'est très compliqué. Elle n'arrive pas à en mettre. Les jambes, c'est du béton. Donc voilà, c'est. En fait, on pensait que c'était un problème dû à sa blessure au mollet. Mais en fait, sa blessure au mollet est la conséquence d'un été qui a été compliqué. Elle l'a dit, à un moment, elle s'est retrouvée 9 kilos au-dessus de son poids de forme, alors qu'elle disait qu'elle n'avait jamais eu de soucis, grosso modo, pour tenir son poids de forme. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que ça a été une sorte de burn-out, une sorte de craquage au niveau psychologique, mais elle prend 9 kilos. Et forcément, 9 kilos pendant l'été, c'est très compliqué dans un sport comme le biathlon de revenir à son poids de forme. Même dans le cyclisme, hein, il faudrait un temps pour revenir à son poids de forme. Et plus vous avez de poids à déplacer, plus c'est compliqué. Et on sait que dans ces sports-là, le rapport poids-puissance est hyper important. Et là, son rapport poids-puissance, il est un petit peu moins bon. Et derrière, ça en découle peut-être d'un petit surentraînement pour tenter de rectifier le tir, de cette petite blessure au mollet. Mais en gros, c'est la conséquence de ces 9 kilos. C'est surprenant, hein, mais ça a été une sorte de craquage mental. J'avais dit une bêtise la semaine dernière en passant sur Julia Simon. L'affaire est toujours pas terminée pour Julia Simon par rapport à Justine Brezaz. Parce que la semaine dernière j'avais dit ça, j'ai dit une bêtise. L'affaire est pas finie, c'est encore au tribunal. Je m'étais fait avoir par un article l'été dernier, j'avais pas revérifié depuis. Et c'était un article, c'était une fake news, voilà, un article mal écrit, voilà, avec des gens qui n'avaient pas vérifié leurs informations. Et donc je m'en excuse. Dimitrenko, 18e. Maya Klotens, sans faute, c'est bien ça pour la Belge, 19e. Et Fialkova, encore un petit peu difficile sur les skis, mais ça s'améliore pas mal. Océane Michelon. Dommage parce que là aussi, le temps de ski est très fort du côté d'Océane. Mais sur le tir, voilà, tu fais un 8 sur 10, encore une fois. Sur d'autres pistes, ça passe, 8 sur 10. Il y a d'autres pistes où ça passe. 8 sur 10, par exemple, à Oberhof, quand tu sais s'il y a du vent, tu sais très bien que ça passe, un 8 sur 10. Pas Orfilsen. C'est dommage. Et puis donc l'Otelli. Kirkai 2,
pas avec un gros temps de ski. Et puis Heikki Gross, ouais, elle se précipite sur le debout, c'est dommage. Je pense qu'elle sent qu'elle est bien positionnée, elle se précipite un petit peu sur le debout. Elvira, 6 sur 10, oui, bah, elle marque quand même quelques points avec cette 25e place, mais ouais, c'est encore une fois, les problèmes au tir de Elvira sont pas réglés, je trouve. Ça n'évolue pas dans ce domaine-là aussi, c'est un peu comme dans le pitch. Je trouve que c'est toujours aussi friable. Et puis Andexer et Gandler, on sait que les Autrichiennes sont solides au tir, il faudra se méfier d'elles du côté de relais, mais on sait aussi que les Autrichiennes sur les skis, ça ne va pas suffisamment vite. Et puis Tannheimer, 29, elle qui avait fait une très belle course le week-end dernier, eh bien voilà, un peu plus souffert avec ce 8 sur 10. Gilles Guigona, c'est ça monte en puissance au niveau des temps de ski, mais il y a 2 erreurs qui coûtent cher. Et elle est un peu en ballottage défavorable, Gilles. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour elle, parce qu'elle n'est pas loin en plus des points, mais elle n'est pas dans les points. Elle fait 2 erreurs qui lui coûtent cher. Ouais, c'est un peu frustrant, parce qu'elle veut rester en Coupe du Monde, hein, Gilles, elle le sait, mais là, il y a une telle densité chez les filles en équipe de France que, vu ce qu'il y a en IBU Cup, il y a un moment ça va monter. Hein. Donc il faut pas se rater, et quand tu sais qu'il va y avoir plus que 6 places à partir du Grand Bornand, ça enlève du quota, et forcément c'est compliqué pour Gilles. Et Jeanne, 35. Je suis assez sûr, le temps de ski est pas bon hein, pour Jeanne. Il n'est pas suffisamment bon. Donc ouais, il va falloir faire mieux, mais bon, l'avantage c'est que sur la poursuite, il y a des places à aller chercher, parce que tout le monde est vraiment dans un petit tas. La minute, il y a 22 filles à la minute. Voilà. Donc dans la minute. Donc ça laisse vraiment des grosses possibilités de faire des remontées. Mais ouais, temps de ski pas exceptionnel pour Jeanne Richard, pas ouf. Komola 37, parce qu'elle a quasiment les mêmes temps de ski que Komola, qui n'est pas vraiment une référence dans le domaine, hein, donc c'est pas exceptionnel. On descend un petit peu dans le classement. Pour vous dire, Klemenčić un petit peu loin. Gislova aussi 8 sur 10, mais très loin en termes de temps de ski. Charbatova, bon, 6 sur 10, limite de se qualifier pour la poursuite. Ça c'est normal. Et on a quand même des grands noms qui ne sont pas qualifiés pour la poursuite. Anne Clive, pas là. Pas là du tout. Pas en forme. Elle n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et Anna Heuberg, alors déjà 7 sur 10, mais alors, dès le premier tour, elle n'était pas dedans. C'était pour vous dire, j'ai trouvé vraiment son geste poussif au niveau du ski. Il y a un moment, elle est dans une montée, je me dis, mais ça n'avance pas. Alors, je sais bien qu'avec Anna Heuberg, c'est un petit peu... Elle a cet effet-là, Anna Heuberg, parce que c'est pas la fille la plus puissante du circuit, donc on a des fois l'impression qu'elle est un peu arrêtée, mais que ça avance. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'elle était collée. Collée, que ça n'avançait pas, quoi. Mais vraiment. Et après, quand j'ai vu le premier intermédiaire, je me suis dit... Ouais, des fois on se fait avoir avec le visuel, mais là, non, c'était la réalité, ça n'avançait pas pour Anna Heuberg, donc ouais, dure course pour elle. Et puis gros Randby, qui pourtant avait été pas mal à Concholati, là ça a été plus compliqué avec seulement 5 sur 10, et Kalkenberg aussi, hein, donc on a quand même 3 Norvégiennes qui ne sont pas qualifiées pour la poursuite sur 6, et même Højgaard, pas qualifié non plus, hein. Donc au final, chez les Norvégiennes, elles ne sont que 2. C'est pas vraiment rassurant pour le relais de dimanche. Ça risque d'être compliqué pour les Norvégiennes, et ça peut laisser une place sur le podium pour certaines filles. On regarde tout de suite les temps de ski. Pour finir, du côté des filles, pas mal. Donc Franziska Preuss, avec ce 4e temps de ski qui est vraiment très bien. Un bon temps de tir aussi, donc ça permet de faire une belle course. Sophie, comme je vous disais, un peu long son tir couché, mais le tir debout était pas beaucoup plus rapide, donc c'est sur le tir qu'elle perd un petit peu de temps. Vous voyez qu'elle a même mis beaucoup de temps aussi sur le pas de tir, 10 secondes hein, sur l'installation et la sortie de pas de tir. Par contre, le temps de course, très bien, elle est dans son niveau. Je dirais que Sophie, l'année dernière, elle était entre 6 et 8, donc là, elle est à ce niveau-là. Knoten, 15e en temps de ski, donc c'est plutôt pas mal pour du Knowlton, et surtout sans faute. Donc ça, c'est vraiment excellent. Lou, 5e, donc très bien sur les skis, et surtout une perte de temps qui est régulière. Elle n'a pas explosé dans le dernier tour.
Comme Célina Grossian aussi, très bon temps de ski, 48 secondes pardon, de perdu. Et un tir qui a été efficace, hein, notamment debout. Vraiment un très bon tir, et une sortie-entrée de pas de tir qui a été très bien réalisée par Grossian, où elle gagne même du temps. Justine, un tir très lent sur le coucher, où elle a vraiment pris son temps et elle s'est repris un petit peu même. Et sur le debout, eh bien, on a aussi une erreur, mais c'était un tir un petit peu plus rapide, mais tu vois qu'il y a quasiment un tour de pénalité sur son temps de tir. Donc on sait que c'est pas la plus rapide des tireuses, Justine, mais c'est quand même peut-être un petit peu trop lent là pour le moment. Bon, Davidova 12e, donc ça montre que les jambes sont là. Lampic, meilleur tour de ski. Bon, c'est pas une surprise, hein. On sait qu'elle est toujours ultra performante dans ce domaine-là. Et puis Vireur, bien meilleur au niveau du temps de ski. Et surtout, vous voyez, 10, 6, 10, ça veut dire qu'elle n'a pas explosé dans le dernier tour du tout. Contrairement à Concholati, où elle avait un petit peu du mal à finir. Et puis on retrouve Vanessa Voigt, 13e temps de ski, donc très bien. Même si elle a un peu du mal à finir sur ce dernier tour. Et puis Julia Simon, 14e seulement pour Julia Simon, avec un deuxième tour très long. Donc ouais, un deuxième tour qui a été compliqué. Et si je regarde nos autres Françaises, c'est-à-dire Jeanne Richard, elle est où Jeanne et Gilonne, 18e temps de ski pour Gilonne et seulement 35e temps de ski pour Jeanne Richard. C'est pas suffisant avec un dernier tour assez catastrophique. 58e, elle est capable de faire beaucoup mieux. Et si on regarde les Anna Heuberg, 59e temps de ski avec un dernier tour catastrophique, mais bon, c'était déjà pas top sur les premiers. Anne Clive, là aussi, dernier tour où elle explose complet, 84e du dernier tour. Et Randby, bon, elle avait un bon temps de ski, c'est le tir qui a pêché. Hein. Et Kalkenberg, là aussi, pas exceptionnel en temps de ski, avec un premier tour très lent du côté de Kalkenberg, 51e sur le premier tour, donc beaucoup de temps de perdu. Johannes Bö et les Norvégiens de retour au pouvoir sur ce sprint homme. C'est vrai que certains avaient dit la semaine dernière, oh, c'est peut-être la fin de la période de domination des Norvégiens. Bon, aujourd'hui, je crois que les Norvégiens ont quand même répondu avec 4 concurrents du côté de la cérémonie des fleurs. Et un Johannes Bö qui s'impose. Bon, voilà, encore une fois un 9 sur 10. Mais ça suffit pour Johannes. C'est-à-dire qu'à 9 sur 10, Johannes il est 3e temps de ski et quasiment au niveau des meilleurs. Donc on sait qu'il est très fort dans ce domaine-là, Johannes, qui sait faire la différence. Et puis après, l'année dernière, ça avait déjà été le cas. Ça n'avait pas été un grand début de saison pour Johannes Bö, un grand mois de décembre. Par contre, à partir de janvier, il était dans le coup. Donc je pense qu'il est un peu sur le même rythme que l'année dernière. Il a peut-être repris un petit peu les mêmes habitudes d'entraînement. Parce qu'il sait que de toute manière, il a une marge pour aller chercher le dossard jaune normalement sur ses adversaires. Et pourquoi changer quelque chose qui a marché l'an dernier aussi, hein, du côté de Johannes Bö. Deuxième. Alors par contre, Johannes, il est tombé sur du grand Sturla Lagrid. Parce que c'est vrai que Sturla, je trouve que c'est peut-être le sprint le plus réussi de Sturla Lagrid. Même au-dessus de son sprint des championnats du monde, je trouve que là, en termes de temps de ski, c'était très bon. Et je trouve de la manière dont il a appréhendé le tir, je trouve que c'était très bon aussi. Et je trouve que sa course était extrêmement bien construite. Alors oui, il est tombé sur Johannes Bö parce que il y a encore une différence sur les skis. Mais par contre, le temps est vraiment pas dégueulasse pour ce tir-là. Et puis demain, pour la poursuite, il va falloir s'en méfier parce qu'à 4 secondes, ce tir-là, il est fiable le tir. Hein. Johannes, faudra voir demain s'il y a la fiabilité au tir. Donc, ouais, ce tir-là, très bien. Très, très bien, mais pas forcément surpris. Je trouve que déjà, c'était pas mal du côté de Concholati. Même si les temps de ski n'étaient pas exceptionnels, je trouve qu'au niveau du tir, c'était solide. Là, il progresse au niveau de sa forme physique pour arriver peut-être vraiment bien avec un premier pic de forme du côté du Grand Bornand pour ensuite repartir sur un pic pour les championnats du monde. Non, c'était très solide de la part de ce tir-là et je trouve que c'est vraiment le sprint le plus construit, le mieux construit
de la carrière de Sturla, enfin de ce que je me rappelle de la carrière de Sturla, des fois j'ai des petits trous de mémoire, je trouve que là vraiment, même par rapport au championnat du monde l'année dernière, je trouve que c'était vraiment très très bien en place, voilà, très bon, tout simplement du côté de Sturla la grid. Troisième, pardon, parce que j'ai un petit chat dans la gorge. Troisième, Fabien Claude, avec un sans faute aujourd'hui. Il tournait autour à Contiolati. C'est vrai que c'était frustrant parce que les jambes étaient là, mais au niveau du tir, c'était pas totalement abouti. Il y avait des petites erreurs qui traînaient à droite, à gauche, il y avait des petits trucs. On sentait ça en manquait un petit peu. Là, sans faute, très bon temps de ski encore. Il a des très bonnes jambes depuis le début de saison. Et bah ça fait un très bon sprint. Et ce qui est bien avec cette équipe de France, ce qui montre que ça va être très solide du côté des relais, notamment dimanche, c'est que cette équipe, parce qu'avec le fait qu'il n'y ait pas d'alleux, il faut qu'ils changent un petit peu leur manière de construire leur équipe de relais, les Norvégiens, donc on va voir ce que ça va donner. C'est qu'on voit qu'il y en a toujours un qui peut rattraper l'autre, ce qui fait que sur un relais, ça te donne quand même beaucoup de confiance parce que ça t'enlève un peu de pression, parce que tu sais que les autres sont en capacité de faire le job, ce qui n'a pas toujours été le cas en équipe de France chez les garçons, où parfois tu te disais, ouais, mais alors là on part avec un Eric Perrault qui a un relais dans sa carrière, 2 relais dans sa carrière, Quentin qui fait 50 erreurs au niveau du tir, du tir. Bon, Quentin fait encore des erreurs, mais tu sais que y a Fabien Claude, tu sais qu'Emilien est plutôt en forme. Tu sens que Eric Perrault est également en mode général de Coupe du Monde. Ce qui fait que du côté de Fabien Claude, du côté du relais, ça va enlever un petit peu de pression sur les épaules. Et vu le relais en plus qu'on a fait du côté de Contiolati dimanche dernier, où c'était quand même du très très beau biathlon, enfin il y a 2 semaines, là il va falloir vraiment s'en méfier. Et puis Fabien Claude, voilà, il avait fait un très bon relais, mais il n'avait pas réussi à appliquer ça sur les courses individuelles, un petit peu comme Sophie aussi, hein, qui avait fait des très bons relais, et puis sur les courses individuelles ça avait été plus compliqué. Et bien là, ça n'a pas été le cas pour Fabien Claude, donc bravo, belle perf. Stromsheim, temps de ski pas mal pour Stromsheim. Contiolati, Stromsheim il gagne l'individuel, mais avec un temps de ski où il perd 1 minute. Sprint, Mastart, c'est pas bon. Il a des mauvais temps de ski, Stromsheim. Il a un bon tir, mais il a des mauvais temps de ski. Là, très bon temps de ski. Donc là encore, la forme progresse. Je pense qu'ils se sont vraiment énormément préparés en altitude, comme les Français. Et ce qui fait que au niveau de la mer, ça a été plus compliqué pour eux. Mais je trouvais vraiment que là, Stromsheim, il m'a surpris quand j'ai vu les temps intermédiaires. Je me suis dit, la semaine dernière, il était nulle part, Stromsheim, sur les skis. Et là, il avait vraiment des très bons temps. Et j'attendais de voir un petit peu son temps de ski sur les analytiques. Oui, il est excellent, son temps de ski à Stromsheim. Donc, vraiment bien. Et puis, Swerum, alors, il aura des regrets sur son tir debout, mais je pense qu'il en met trop sur les fins de course. Et sur un parcours comme Orfilsen, où il faut vraiment réussir à stabiliser son rythme cardiaque avant le tir, où tu peux pas vraiment ralentir le cœur, vu que tu es sur un pas de tir en faux plat montant, et c'est vraiment la particularité. C'est 5-6% je crois quand même de montée. Hein. Oui, parce que je dis du faux plat montant pour ski, hein, pas du faux plat montant par rapport à du cyclisme. Il faut quand même le grimper, et là du côté de Swerum, il y en a peut-être trop mis à ce moment-là, en se disant je réaccélère avant le pas de tir, et puis ensuite je fais un énorme debout et je récupère tout le monde dans le dernier tour, ce qu'il avait fait, et je monte sur le podium. Sauf que il a eu un petit peu plus de mal dans ce côté-là. Par contre, encore un dernier tour canon de Swerum, c'est vraiment sa spécialité. Samuelsson 6, pas mal du côté de Sébastien Samuelsson. Non, vraiment très intéressant. Par contre, l'erreur sur le debout, elle est vraiment grosse encore. C'est vraiment des balles qui partent très loin du côté du Suédois, donc déception de ce côté-là. Mais la course est réussie. Mais c'est le fait que c'est toujours à chaque fois des grosses fautes. Donc c'est pas des fautes où t'es limite cordon, quoi. Limite, non, là c'est une faute où la balle elle est à ça de la zone de cible, donc c'est un petit peu dommageable pour Samuelsson. Martin Oudal, balle découverte du côté de Martin Oudal en Coupe du Monde, hein. Je parle de balle découverte. 8 sur 10. Ça va mettre des nœuds à la tête du côté de cette équipe de Norvège, parce que je rappelle que dimanche soir, ils doivent être que 6 aussi.
Moi, à la place de Christensen, je commencerai à m'inquiéter un petit peu. Parce que Houldal, le temps de ski, il est vraiment canon. Vraiment canon, en ayant en plus très peu de repères. Parce qu'il a fait comme Sophie Chauveau, il est parti dans les premiers dossards. Alors, il y avait Niklas Hartweg, qui était rapide sur son tir. Comme Lena Ikiros aussi, qui a fait un tir très rapide. Mais il n'avait pas de repères sur les temps de ski, Houldal. Donc, il a dû se débrouiller un petit peu à l'aveugle. Bon, Navrat, belle course. Même si du côté des Allemands, ouais, les jambes étaient un peu moins bonnes que sur le premier rendez-vous de la saison. Donc, petite déception de ce côté-là. Niklas Hartweg tire absolument canon. Le debout qu'il fait, j'ai pas vérifié son temps de tir sur le debout. On va le regarder tout de suite. Hartweg, ouais, deuxième temps sur le debout en 19 secondes. Mais vraiment, il a fait un tir debout exceptionnel. Et ensuite, sur le problème, c'est le temps de ski, qui n'est pas exceptionnel. Mais alors, son tir debout, c'était du niveau d'Emilien Jacquelin. Donc, vraiment, mitraillette. Campbell White, ça, c'est intéressant. Pour le classement moins de 23 ans, ça a marqué des points. Surtout que ses petits adversaires ont été un petit peu derrière. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Campbell White, avec un sans faute. Vraiment une belle progression. On l'avait vu déjà du côté de Contiolati. Vous avez fait une belle course aussi sur le sprint. Vous avez fini sur la cérémonie des fleurs. Là encore 10e. On sent que c'est une épreuve où il arrive à être performant. Giacomel, 8 sur 10 du côté de Tommaso Giacomel. Petite déception voilà, sur son tir, mais sinon ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là pour le coureur italien. Tommaso Giacomel, donc comme on le disait, du côté de l'italien, c'est loin d'être parfait encore. On sent que sur les skis ça va plus vite, mais il a encore 2 erreurs, une double en plus, je crois me rappeler, du côté de Giacomel. Donc c'est un petit peu dommageable là, pour l'italien parce que ouais, il a du mal pour le moment à tout mettre en place. Tu sens que quand il va tout mettre en place, ça va être costaud. Pour l'instant, il en manque encore un petit peu. Pontiglioma, les 2 erreurs sur le coucher, c'est vraiment des balles et hyper loin. Hyper loin. Fred Jean disait sur la chaîne L'équipe qu'il était hyper tendu derrière sa carabine. Et lui, il pensait que c'était ça qui faisait que il faisait des erreurs au tir. Parce qu'il était trop tendu derrière sa carabine. Mais en même temps, il a fait tellement d'erreurs à Contiolati que la confiance, elle est à 0. Vu le nombre d'erreurs au tir qu'il a faites. Mais là, c'est vrai que c'était quelque chose quand même. Pour lui, c'était très 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 compliqué. Donc ouais, déception. Du côté de Pontiglioma, Éric Perrault, pour moi, comme Emilien Jacquelin, c'est des courses de mecs qui jouent le général. C'est vraiment des courses de mecs qui jouent le général. Ça veut dire que pas forcément des grandes jambes pour Éric, mais qui s'accroche au maximum et qui donne tout dans le dernier tour. Pas des très bons tirs pour Emilien, mais qui s'accroche et qui donne tout dans le dernier tour pour rester dans le match. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment typiquement des courses de mecs qui jouent le général. C'est des courses pour marquer des points. Voilà. C'est pas des super courses, mais c'est des courses pour marquer des points. Emilien, elle est rageante parce que si tu te dis qu'à une erreur de moins, il est à 8 sur 10, il est très bien classé. Éric, il a fait son maximum. Je pense qu'il n'avait pas des super sensations aujourd'hui, Éric Perrault. Bon, voilà, après, il avait le dossard jaune. Ça a peut-être aussi un petit peu fatigué le coureur français, donc ça peut se comprendre. Strello ensuite, donc 17e. Belle course aussi. Finello. Dommage, les 2 fautes, parce que tu vois que s'il ne fait pas les 2 erreurs, ça le met à 10-15 secondes, donc ça le met très bien placé. Vous voyez quand même qu'il y a des plus d'écart chez les garçons que chez les filles, parce que on regarde Didier Bionaz est déjà à une 12 avec un 9 sur 10, et puis surtout Tarier-Beu. Je trouve que certains étaient un petit peu durs avec Tarier-Beu. Le temps de ski est pas si dégueulasse que ça. On a vu mieux chez Tarier, mais c'est pas dégueulasse. Par contre, oui, les 2 erreurs sur le debout, elles lui coûtent très cher. Ça, c'est clair et net. Parce que tu vois que Guigona, qui n'est pas le meilleur sur les skis, mais
Tu vois que Jesper Nelly est pas très loin devant. Bionaz, par exemple, qui a progressé sur les skis, est pas très loin devant non plus. Finello, qui est pourtant très rapide sur les skis, est à 11 secondes. Donc c'est pas ignoble ce que fait Tariebeu, très clairement. Mais il en manquait un petit peu aujourd'hui. Et puis surtout, tu sais que la poursuite, c'est pas vraiment son épreuve de prédilection ces dernières années. Il a plutôt tendance à perdre des positions sur les poursuites, contrairement à Fabien Claude. Donc ça risque d'être compliqué demain. J'ai peur que ça soit un petit peu compliqué demain pour Tariebeu. Antonin, début de saison très intéressant. 25e aujourd'hui. Je pense que le temps de ski doit être encore dans le top 30. Et puis un 9 sur 10. Donc course solide de la part d'Antonin Guigona encore. Et je trouve son approche des rendez-vous où avant je le sentais plus tendu. L'année dernière, la même période, il était complètement perdu, surtout par rapport à sa forme physique. Mais là, je trouve qu'il a une approche, je profite, et puis bon, si on décide que je suis plus fait pour rester en Coupe du Monde, je suis plus fait pour rester en Coupe du Monde. Mais voilà, je trouve que l'approche est très intéressante du côté d'Antonin Guigona. Bon, Maréchek sans faute, Krachmar sans faute aussi. Et puis Philippe Horn, 8 sur 10, c'est dommage. La deuxième, elle fait mal. Simon Eder, c'est dommage aussi. Bon, Quentin, beaucoup trop de fautes. 6 sur 10, c'est pas suffisant du tout. Et ouais, il comprenait en plus pas trop ses erreurs. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Parce que sur le ski, ça allait vite. Mais bon, le biathlon, c'est pas que du ski de fond. Il y a un moment, il faut réussir à les mettre au fond, les balles. Christiansen, pas bon du tout. Mais vous voyez que Christiansen se prend quand même 13 secondes par Quentin Fillon-Maillet sur les skis. Donc c'est pas exceptionnel non plus avec ce score. Et puis Emilien Claude, 8 sur 10 pour le concurrent français. Ça manque de vitesse sur les skis. C'est déjà ce que je lui ai reproché l'année dernière. Pour moi, pour l'instant, sur les skis, il a un niveau qui n'est pas suffisant. Alors, il profite du fait qu'on a moins de densité chez les garçons que chez les filles. Mais bon, quand ça va commencer à pousser en IBU Cup, ça va être compliqué de suivre pour Emilien Claude. En plus, il avait plutôt une bonne place. Donc, normalement, il aurait dû être mieux du côté du classement. Par contre, pas de grands noms, parce que Kuhn est 59e, mais pas de grands noms qui ne participeront pas à la course, à part peut-être Sepala et Vénus, on va dire les Finlandais. Mais sinon, il y a, voilà, c'est pas forcément des grands noms qui se retrouvent dans les dernières positions. Et puis les temps de ski, donc vous voyez, Johannes Beu très bien. La grid aussi, 8e, vous avez dit, et puis Fabien Claude, 3e au niveau de la course et 6e au terme de temps de ski. Donc en fait, on est sur des temps de ski assez proches de ce qu'on avait du côté de Contiolati pour Fabien Claude. Stromsheim, beaucoup mieux que ce qu'il a fait du côté de Contiolati. Puis ensuite, Swerum, Samuelson, 6e de ce classement. Et puis Ouldal, comme je disais, énorme, parce qu'il est dans les temps de Johannes. Et oui. Et surtout, il a fait le meilleur dernier tour avec une neige qui était peut-être un petit peu moins brassée, mais quand même très très impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Giacomel, il était déjà 9e la semaine dernière, donc dans les mêmes temps. Ponsiloma aussi. Eric, un petit peu moins bien, je crois me rappeler qu'il était un petit peu plus haut dans le classement la dernière fois. Emilien, très bon sur les skis. Bon, ça a été plus compliqué sur le tiers après derrière. Puis voilà, sinon pas de grande surprise. Guigona, voilà, à 36, je voyais un petit peu plus proche. Là, Antonin Guigona sur les temps de ski. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve on se retrouve dès demain pour le débrief des poursuites. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.